L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau Mardi de la Santé de l'UNIM, organisé et proposé en direct des studios de Clinique Médico-Sport. Donc ces Mardis de la Santé ont pour objectif de mettre en avant les phénomènes de marché qui bousculent la profession et de vous donner des clés de compréhension par rapport à ces phénomènes nouveaux. Notre volonté étant toujours de vous accompagner pour décrypter les enjeux, vous aider à mieux vous positionner. Alors, lors de précédentes émissions, nous nous sommes intéressés avec nos invités aux kinés entrepreneurs, aux thérapeutes pilotes, c'est-à-dire qui mettent sur le marché à la disposition de nouvelles solutions pour accompagner, pour soulager leurs patients. Aujourd'hui, nous avons choisi volontairement d'aller sur un sujet un peu polémique, un peu glissant. Nous allons parler des interdits et des opportunités dans le conseil et la distribution en cabinet. Donc, un sujet assez polémique, donc, mais avec l'objectif principal de vous apporter un éclairage quant à ce qui est interdit ou pas, ce que vous avez donc le droit de faire ou pas dans votre cabinet. Un thème que nous n'avions encore jamais mis sur la table, ou pourrait-on dire sur le plateau, donc il est grand temps d'en parler et nous allons l'aborder sans langue de bois avec vous, messieurs. Et donc je vous présente sans plus tarder nos invités. En visio avec nous, Alexandre Pilon, masseur kinésithérapeute dans un cabinet parisien, le cabinet des Champs de Mars. Bonsoir Alexandre, merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous, bonsoir Nathalie. Sur le plateau, à ma gauche, Denis Gomichon, kinésithérapeute ostéopathe, président de la commission diversification au sein du conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pas d'erreur sur ce, donc de la ROMCA-ARA. C'est ça. Ouais. Compliqué ces acronymes, mais Conseil régional. Voilà. Et donc Patrick Méot, notre hôte, puisque nous sommes chez vous, ici, dans votre studio, votre maison. Donc, vous êtes le fondateur du système Clinique Médico-Sport, qui est aussi à l'origine de ces plateaux où nous débattons de sujets fort intéressants. Eh bien, bonsoir et ravi de vous accueillir encore une fois. Alors, notre soirée va donc être consacrée à explorer un terrain considéré a priori comme défendu par les thérapeutes, en dépit d'opportunités réelles et vertueuses pour les cabinets comme pour les patients. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir avec nos trois invités, nous accueillons Aude Penel qui représente notre partenaire l'UNIM sur le plateau. Donc vous êtes déléguée au conseil et à l'expertise des solutions clients à la direction du développement de l'UNIM. Aude, c'est exact? C'est bien ça. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, qu'est-ce que l'UNIM et son rôle dans l'accompagnement des professionnels de santé, en particulier des kinés? Oui, alors l'UNIM, c'est une association confraternelle à but non lucratif qui a la particularité d'avoir un conseil d'administration qui est composé exclusivement de professionnels de la santé, finalement, comme vous. Et vos confrères ont réfléchi aux problématiques qui pourraient être les vôtres dans le cadre de votre activité professionnelle et dans le cadre de votre vie professionnelle, et notamment à leur impact sur votre situation financière. Alors, cette association s'appuie sur un assureur de renom qui est Allianz, numéro 1 des assureurs européens, pour, on va dire, notamment sa très bonne solidité financière, puisqu'il était important pour l'association et notamment pour nos adhérents d'avoir un assureur sur lequel on peut compter, notamment lorsqu'il s'agit de verser des rentes, invalidités, parfois jusqu'à 10, 20 ou parfois même 30 ans. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous donner un petit cas pratique pour comprendre plus précisément?
Oui, alors on va partir du principe que vous avez été prévoyant et que vous avez souscrit par exemple un contrat de prévoyance. Alors, il y a différents cas de figure qui peuvent arriver tout au long d'une vie. Par exemple, un arrêt de travail. L'objectif d'un contrat de prévoyance, ça va être de maintenir votre revenu et de pouvoir vous aider à financer vos frais de cabinet, quand bien même vous n'êtes plus en capacité de travailler. Ensuite, le deuxième cas qui peut arriver, c'est le cas d'une invalidité partielle, qui est souvent un cas souvent mésestimé. Qu'est-ce que c'est qu'une invalidité partielle? C'est on va dire, toujours la possibilité de travailler, vous pouvez toujours exercer votre profession, mais vos capacités de gain sont réduites. Et dans ce cas-là, c'est important d'avoir un taux d'intervention très très bas, comme c'est le cas à l'UNIM, le taux le plus bas du marché, 10%, pour venir compléter vos revenus, justement, si votre capacité de gain est réduite. Et puis, les deux cas, on va dire, les plus dramatiques, on va dire, ça va être celui de l'invalidité totale. On n'est plus en capacité d'exercer sa profession. Alors, on va bien évidemment prendre une évaluation qui va tenir compte de vos spécificités d'exercice en tant que masseur-kinésithérapeute, notamment vos mains, par exemple, et donc pouvoir vous verser également des rentes, cette fois-ci totales, pour venir recouvrir, j'ai envie de dire, l'intégralité de votre revenu que vous n'aurez plus en capacité d'avoir par le fruit de votre travail. Et puis le décès, bien évidemment, le cas extrême, c'est le fait de se dire que si je travaille en groupe, en association, on va pouvoir verser des capitaux aux associés pour qu'ils puissent racheter les parts à vos héritiers, souvent l'époux, l'épouse, les enfants, parfois mineurs, et puis des capitaux également pour votre famille, des rentes conjointes pour pouvoir garder, on va dire, une décence de vie pour le conjoint restant et des rentes éducation pour pouvoir financer justement les études des enfants. Donc vraiment la prévoyance, c'est facultatif, mais c'est presque obligatoire aujourd'hui. Merci beaucoup Aude, c'était très clair, on a tout compris. Alors comme tous les 15 jours, l'UNIM propose un atelier en fin d'émission, donc proposé aux auditeurs. De quoi va-t-on parler ce soir ? Alors ce soir, parce qu'on est encore très souvent sollicité sur le sujet, ça va être un atelier qui va être dédié à la réforme des indemnités journalières. Je vous avais dit, un contrat complémentaire, c'est pas obligatoire, mais ça l'est presque du fait des carences de vos régimes. Mais il s'avère que votre régime s'améliore légèrement, en tout cas sur la partie arrêt de travail. Et donc l'objectif, c'est de vous en dire un peu plus sur les contours de cette réforme et sur les implications que ça va avoir, notamment sur votre couverture personnelle, qu'il va falloir du coup adapter si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup, donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission. Et donc petite précision avant d'entrer dans notre sujet, donc ces mardis de la santé de l'UNIM se veulent interactifs, vous pouvez poser toutes les questions sur le chat qui est dédié sur la partie droite de votre écran. Donc on est sur un sujet qui certainement va soulever plein de questions, donc n'hésitez pas à réagir et on vous répondra en fin d'émission. Voilà pour avoir un petit peu planté le décor. Alors, on rappelle les objectifs de cette émission consacrée aux interdits et aux opportunités dans le conseil et la distribution en cabinet. Alors déjà, pourquoi traiter ce sujet sensible alors que finalement la législation elle est assez claire sur la question puisqu'on a une proscription de toute activité commerciale au sein du cabinet, on va en parler plus précisément avec vous, Denis. Pour autant, il semble essentiel de se poser la question sur le plateau des mardis de la santé de l'UNIM, puisqu'un certain nombre de thérapeutes se les posent, la limite de ces interdits, et puis plein de cas de figure qu'on pourra évoquer. En effet, le masseur-kinésithérapeute représente par son expertise et sa proximité un référent pour les patients en quête de solutions complémentaires à la rééducation. Et enfin, dès lors, les kinés ne seraient-ils pas un excellent relais pour leur capacité finalement à identifier des solutions objectivement sélectionnées et conseillées sur leur usage. Donc on en parlera avec vous largement, Patrick Méot. Deux axes dégagent et nous scinderons notre émission. Enfin, on va essayer de la scinder en deux parce que ça s'entremêle quand même pas mal sur nos deux grands sujets du jour. Une première partie que nous avons intitulée « Un développement logique et inéluctable ». Et une deuxième partie, toutes les clés pour saisir les opportunités, ce qui sous-entend qu'on a répondu oui à la première question. Alors, dans notre première partie, un développement logique et inéluctable. Patrick Méot, je m'adresse à vous. On constate une demande croissante autour d'alternatives thérapeutiques potentiellement complémentaires à des approches
conventionnelle en rééducation. Est-ce que ce phénomène constitue une porte d'entrée pour la diversification de l'activité en cabinet? Donc en fait, Nathalie, le sujet va se situer bien au-delà de la question de la diversification d'activité. Pourquoi? Parce que chacun sait qu'on est vraiment dans une logique d'élargissement d'activité dans les cabinets. Et c'est en fait lié, le thème de ce soir va complètement tourner autour de ça. C'est qu'il y a une évolution incontournable dans l'exercice du métier de kiné, qui fait appel justement à ces phénomènes sont liés en fait à l'accompagnement global, à une volonté d'accompagner globalement. Le kiné accompagne de plus en plus le patient dans son quotidien. Il y a bien évidemment la diversification d'activités. On a tout ce qui concerne le système pour sortir justement ou s'échapper un petit peu du système conventionné. On a un phénomène très fort qui est le rapprochement entre la kiné traditionnelle et la préparation physique, qui doit déboucher forcément sur une maîtrise du dernier sujet. Donc ça veut dire qu'on va proposer aussi des prestations, non plus à des patients, mais à des clients qui veulent soit avoir un retour au sport optimal, soit préparer un objectif sportif. Et puis on a le sport santé. Voilà. Donc ça fait une bulle très très large qui fait qu'en fait le métier de kiné, voire le statut, et c'est là en fait où on attend notre ami Denis, c'est qu'en fait la grosse question, ça va être de savoir comment, au niveau législatif, comment les choses vont évoluer. Pourquoi? Parce qu'aussi kiné devient, je dirais même un acteur de plus en plus important dans l'environnement santé-sport du patient ou du client. Après, donc, et c'est pour ça en fait que les fabricants, en fait, aujourd'hui, les sollicitent de plus en plus en les intégrant dans leur développement commercial. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va se tourner vers Alexandre Pilon, justement pour partir de votre expérience de terrain. Déjà savoir si vous vous reconnaissez dans ce que Patrick vient de nous dire. Alors, est-ce que déjà vous vendez certains objets ou services en cabinet? Est-ce que d'ailleurs potentiellement on peut en vendre? Et est-ce que vous êtes complètement au clair sur ce qui est autorisé ou non? Alors moi, pour le moment, je ne vends pas d'articles au cabinet. Bien. Pardon? Non, je faisais un commentaire que je n'aurais pas dû faire, mais Denis Gobichon l'a pensé tellement fort que je l'ai entendu. Pas du tout. Je propose effectivement des soins et prestations hors convention, comme ça a été évoqué effectivement précédemment, que ce soit du massage bien-être, que ce soit du coaching sportif ou du conseil nutritionnel. D'ailleurs, j'invite les téléspectateurs à revoir le dernier numéro précédent de Mardi de la santé, où on avait justement évoqué les activités hors convention, qui cadre tout à fait avec ce propos-là. Je pense par ailleurs que tout bon commercial doit d'une part connaître parfaitement son produit par rapport à ses caractéristiques et d'autre part croire en son utilité. Et à ce titre, du coup, le kinésithérapeute, en tant que professionnel de santé, a les compétences pour évaluer puis conseiller un certain nombre de ces articles. Par exemple, des ouvrages médicaux, des produits de massage, des compléments alimentaires, des appareils de physiothérapie portables, des accessoires de gymnastique ou musculation, des applications mobiles ou abonnements Internet, pour des applications et des vidéos Internet, ou des équipements de vie ou de sport, que ce soit vêtements, chaussures, raquettes de tennis par exemple, pour éviter justement certaines blessures ou aider les patients à conserver de bonnes postures. Au niveau législatif, Denis va nous renseigner plus là-dessus, mais globalement, ce que j'en trouve, c'est qu'il y a d'un côté l'interdiction de commerce en tant que kinésithérapeute et parallèlement l'autorisation d'une activité commerciale sur finalement une autre activité avec un autre statut que celui de kinésithérapeute. Est-ce que c'est bien cela, Denis? Alors, justement, Denis, on va vous demander de réagir tout de suite. Alors, concrètement, que dit la législation à propos du conseil et de la distribution en cabinet? En tant que thérapeute, est-on autorisé sous une forme ou une autre à pouvoir distribuer contre rémunération directe ou indirecte, c'est-à-dire de rétrocession, de commission, un produit ou une solution thérapeutique? Que nous dit la loi? Là, il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs choses que vous avez soulevées.
Donc, on va essayer de dégrossir. Je réponds d'abord à Patrick, qui a très bien dit que l'intégration des kinés devait être dans un développement commercial. Et ça, j'aime mieux cette formulation de développement commercial. Effectivement, vous êtes des partenaires, des kinés qui ont leur expertise, qui ont leur activité, et qu'effectivement, vous l'avez vu, on est en plein restructuration, développement de la profession. Hein, on l'avait dit dans les autres émissions qu'effectivement, le cabinet n'est plus un lieu de soins, mais c'est un lieu de vie qui change. La profession change, hein, on va le voir plus loin, la profession change aussi. Et bien sûr, notre code déontologie change. Quand on parle de développement commercial, moi, je rebondis, la formulation est bien, pour la simple raison, c'est qu'on va développer peut-être ce partenariat. D'accord ? Mais dans la conception telle, et là, c'est ce que je reproche un petit peu à Alexandre, c'est de ne pas faire du commercial dans le cabinet. Nous sommes quand même des thérapeutes, nous sommes liés avec une convention, et on ne peut pas qualifier un cabinet de commerce. Donc, nous ne sommes pas enregistrés au registre du commerce, nous ne sommes pas des commerçants. Par contre, nous sommes des experts. Nous vendons, j'aime pas ce mot, mais nous essayons par notre expertise, de donner des soins pertinents qui évoluent, qui sont évolutifs, contre une rémunération. Et effectivement, la rémunération aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Hein. On a une contrainte professionnelle aujourd'hui qui est assez délicate et difficile, mais on a des contraintes environnementaux qui, dans un sens, vont faire évoluer la profession, mais avec ce partenariat, qui vont essayer de faire évoluer dans un sens commercial. Je pense qu'on va le développer, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je crois que faire la nuance entre le développement commercial et être commercial, c'est le nerf de la guerre. Je crois que c'est ce qu'il faut bien comprendre. Est-ce qu'on ne joue pas un petit peu sur les mots? Parce que faire du développement commercial ou vendre, pour moi, proposer quelque chose contre rémunération, c'est vendre. Moi, j'évoquais le développement commercial au niveau des fabricants et distributeurs. Mais exactement, tout à fait. Ils les intègrent dans leur développement commercial. Mais c'est exactement ce que je pensais. Et je rebondis là-dessus. C'est que tout développement commercial, quel qu'il soit, aura besoin d'experts. L'évolution de la profession, on l'a vu, hein, on a un grade master depuis peu, qui ouvre le champ du possible sur la recherche. Et je crois que... Alors là, on anticipe complètement sur les opportunités. C'est pour ça que je ne voulais pas tout développer, mais c'est pour ça que quand je parle de développement commercial, on est absolument dans cette stratégie. Par contre, revenir sur l'aspect commercial du cabinet, j'ai un petit peu de retenue. D'accord. Mais je veux bien qu'on revienne un petit peu plus tard sur les opportunités avec tout ce volet recherche pour pas qu'on mette la charrue avant les bœufs, hein, si je puis dire. Voilà. Donc, on va déjà commencer par un petit peu par un état des lieux. Patrick, pour vous, quels sont les principaux atouts que vous percevez à la mise en place d'une relation directe avec les thérapeutes, c'est-à-dire pour leur crédibilité, leur objectivité, leur expertise. Et dans ce contexte, les thérapeutes ne sont-ils pas les mieux placés pour jouer un rôle de garant qualité pour leurs patients? Alors, en fait, ce rôle qui devient de plus en plus important chez le kiné est consciemment pris en compte à la fois par les kinés, les thérapeutes, mais aussi par les fabricants, en fait. L'accompagnement global lié en fait à la largeur d'intervention liée à la physiothérapie, c'est énorme, en fait. Et je reviendrai sur ce que vient de dire Denis par rapport au fait que commercial, pas commercial, etc. Mais aujourd'hui, la réalité, pour rester dans le thème du premier chapitre, la réalité, c'est que les kinés sont poussés par la technologie, poussés par l'innovation, poussés par les attentes des patients, poussés par leur statut d'expert qui fait que pour se différencier, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin que le curatif, d'accord. Et puis il y a la connaissance aussi. Moi, j'ai toujours pensé que un kiné allait devenir plus important. Alors, je vais peut-être me mettre les médecins généralistes à dos, mais que les médecins généralistes. Pourquoi? Parce que il y a une largeur, il y a un spectre tellement large dès lors qu'on parle de physiothérapie, que en fait, tout ça pour dire que je trouve que les thérapeutes sont un peu pris en sandwich entre un phénomène qui les pousse, qui les motive, qui
ouais, qui les attire, etc., qui les dynamise. Et puis, bah, d'autre côté, il y a ces espèces d'idées reçues et de mauvaises connaissances de la législation. J'aimerais juste faire intervenir Alexandre pour ça concrètement qu'est-ce qu'on peut avoir, j'allais dire comme cas pratique. Est-ce qu'il y a certaines demandes de patients, par exemple pour des produits bien spécifiques, quand on s'est entretenu pour préparer un petit peu, vous avez des choses où vous êtes vraiment en questionnement. Hein, donc exposez-nous un petit peu ce cas où un client vous sollicite pour avoir quelque chose. Tout à fait. On va avoir des cas vraiment très variés, du patient qui va tout simplement apprécier l'huile de massage et demander à en récupérer un échantillon ou de s'approvisionner, au patient qui veut s'équiper pour faire ses exercices à la maison, donc avec haltères, tapis, tout type d'accessoires, en passant par le patient le plus aisé financièrement, qui lui voudra carrément acheter les appareils de physiothérapie, laser, ondes de choc, pour pouvoir continuer les soins à la maison. Vous en rencontrez des comme ça? Vous avez des gens qui veulent vraiment avoir ça chez eux? Exactement, ça peut D'accord. arriver. Qui veulent avoir un laser, qui veulent avoir un plateau d'équilibre, qui veut... ça arrive. Presso. Tout à fait. D'accord. Après, je ne sais pas quelle est la réglementation exacte à ce propos. On va demander. Ce sont des appareils qui sont à destination des professionnels de santé, qui demandent pour certains des formations complémentaires. Pour autant, vous pouvez maintenant trouver dans des équipementiers sportifs des appareils d'électrothérapie, que ce soit antalgique ou de récupération ou d'électrostimulation. Alors Denis, sur des matériels, parce que alors bon, s'il s'agit d'élastiques, d'haltères, on trouve ça dans tous les magasins de sport, on va pas citer d'enseigne. Si c'est des articles quand même un petit peu plus professionnels. Alors là, je vais répondre aux deux en même temps. Là. Oui, oui. Je prends le schéma de l'exemple d'Alexandre. On ne va pas partir sur le postulat que nous ne sommes pas des commerciaux, mais par contre, on va participer au développement commercial. Ça, j'aime bien. Cette formulation, elle est plus sensée pour nous. Hein. Nous ne sommes pas des commerciaux. Par contre, nous sommes des experts, on a dit tout à l'heure, des conseillers, etc. Rien ne nous empêche, effectivement, de conseiller un patient dans le rôle de la réadaptation ou du confort chez soi. Et on l'a vu dans la période Covid, avec des possibles visio, puisque la visio s'est développée même dans notre profession qui est assez difficile, on ne passe pas en télévision, mais on peut donner des conseils. Et effectivement, le rôle du kiné de faire acheter un appareil ou de faire acheter un tapis ou un truc comme ça pour être plus confortable devant une visio et profiter effectivement des conseils d'un kinésithérapeute, il n'y a pas de souci. Ça, le problème, là, il est entier. Le problème qui se pose, c'est la rémunération du kiné. Exact. C'est tout. Dans son rôle de conseiller, vous pouvez vraiment, si vous avez les aptitudes, et si effectivement, ça on va le voir plus loin, il y a un des articles que je pointerai, vous pouvez effectivement prolonger la rééducation avec tous les produits que vous voulez dans les compétences qui sont de la kinésithérapie. On est bien d'accord. Voilà. Donc, vous pouvez effectivement aider des gens à prendre un complexe pour continuer une musculation chez eux, donner des renseignements sur l'utilisation d'un ballon pour s'asseoir dessus et faire quelques exercices, il n'y a pas de souci, c'est notre rôle. C'est notre rôle. D'accord. Après. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin sur les opportunités, moi j'aurais juste pour qu'on passe un petit peu tous les exemples, les cas en revue. Alors, Patrick, vous êtes beaucoup vous êtes carrément en proximité avec les fabricants, avec plein de solutions. Donc, on n'est pas du tout là pour passer au grill les solutions des uns et des autres, en faire leur procès. Mais on connaît quand même plein d'exemples dans la sphère clinique médico-sport pour lesquels dans le business model de ces sociétés, il y a un intéressement qui est prévu pour le thérapeute. Alors moi, j'en ai quelques-uns qui me viennent dans l'esprit. Faut pas les citer. Faut pas les citer. Non, on n'a pas le droit. D'accord. Non, Parce que moi, j'en ai plusieurs. Oui. Alors, des Non, fabricants, contre, des gens dans la nutrition, des fabricants d'exosquelettes. Voilà. Par contre, On peut pas les citer, le statut, la position du kiné le met en interface avec des tas de sujets. Donc, pour être concret, justement, il y a énormément de modèles économiques. D'ailleurs, nous, on travaille à l'heure actuelle énormément sur ces sujets-là, d'accord ? Parce que la commercialisation classique des commerciaux qui poussent les portes, c'est plus du tout ça. Mais Alexandre vient de le préciser, les patients sont demandeurs d'autre chose, d'accord ? Donc en fait, encore une fois, le kiné, il est poussé et tiraillé en même temps. C'est-à-dire sans citer de nom. Si on prend l'exemple de quelqu'un, je vais citer une dizaine d'exemples. Alexandre a parlé de nutrition.
Là, on est en train de travailler avec un très gros laboratoire sur la mise en place d'un modèle de recommandation des produits avec un compte, comme ça se fait, hein, on n'invente rien, avec un compte prescripteur, donc même si c'est un mot à bannir au niveau du kiné, enfin pas pour longtemps je pense, j'espère. Denis nous le dira. En matière, là aujourd'hui on travaille pour une marque qui va lancer la première chaussure Physio Performance et on travaille sur le lancement, alors ça serait intéressant d'en parler, sur le lancement de thérapeutes promoteurs. C'est-à-dire concrètement, qu'on comprenne bien, le patient, il va aller sur un site ou quelque part acheter le matériel, il va rentrer un code qui correspond au kiné et du coup, le fabricant saura quel kiné. C'est pas ça. Justement, c'est pas aussi simple en fait. On a toujours l'objectif de donner un rôle important au kiné. Donc il y a forcément en amont de la recommandation un diagnostic, un bilan. Faut qu'il apporte une valeur ajoutée. En plus, les produits, c'est ça le problème aussi, c'est que les produits, on utilise la caution des kinés, non pas uniquement par rapport au nom ou à la personnalité, mais c'est surtout par rapport à un réel savoir-faire. Donc, nous, quand on monte des opérations, justement, entre la vente et la recommandation, on intègre toujours un process qui va valoriser le kiné. Parce que ce qui est important dans la motivation, justement, du conseil et de la distribution en cabinet, c'est la notion d'expertise qui sert à tout le monde. On utilise un expert, déjà, il y a la valorisation du kiné, et puis il y a la valorisation de l'offre, parce qu'elle est cautionnée par un expert. D'accord ? On a toujours en nutrition, il y a un laboratoire que tout le monde connaît, qui fait des tests, qui propose par l'intermédiaire des thérapeutes, des tests pour la détection des pathologies, des allergies alimentaires. On a, je sais pas, on a une tonne d'exemples je sais pas, d'exosquelettes. De modèles qui fonctionnent, c'est ça le truc. C'est que, en fait, ça fonctionne, mais est-ce que ça fonctionne sous le manteau, puisqu'il y a, par rapport à la législation, et c'est un peu ce qu'il faut élucider aujourd'hui, quoi. C'est pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça perdure. Alors moi, je vous propose de laisser Denis répondre juste après une courte pause de notre partenaire l'UNIM. On se retrouve, restez, c'est un petit teasing, restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Alors, merci d'être resté avec nous. Alors, si on se résume un petit peu, finalement, toute la question, elle tourne autour de la rémunération du kiné. Alors, Denis Gomichon, l'idée n'est pas ici de faire le procès de un tel ou un tel, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qui est complètement dans les clous, qu'est-ce qui est borderline aux yeux de l'ordre? Merci de nous clarifier un petit peu la situation. En sachant, pardon, si je peux intervenir, on ne parle pas forcément de rémunération. C'est de retour. D'accord. Le compte prescripteur. Donc, il faut quand même savoir que dans un but thérapeutique, les kinés déjà prescrivent des choses. Ils prescrivent des substituts nicotiniques, déjà, c'est dans la loi, et ils prescrivent tout un système de matériel, des appareils destinés au soulèvement des malades, des coussins, des barrières de lit, des aides à la déambulation, des attelles souples. Je ne vais pas mettre toute la liste. Vous avez la liste qui est donnée depuis 2006 des dispositifs que le kiné sont autorisés à prescrire. D'accord. Donc ça, il y a un article qui c'est un décret du ministère, l'arrêté du 9 janvier 2006 que tout le monde et que tous les kinés connaissent, puisque effectivement, quand ils ont un genou qui est plus ou moins délicat, ils ont droit de prescrire une attelle, ils ont droit de prescrire une genouillère, ils ont droit de prescrire une chevillère, etc., etc. D'ailleurs, dans ce cadre-là, il y a certains kinés ont créé un magasin à côté du cabinet
Ça, je ne sais pas. Et on voit donc les Alors, Bah, dans les patients cliniques, pour on peut s'approvisionner. Alors, donc, Non, pas que dans les on va cliniques. rester là-dessus Ouais. parce que j'aimerais bien juste cibler vous ça entendez. pour bien vous faire comprendre. Je prescris une genouillère du genou gauche de monsieur ou madame, mais je ne prescris pas une genouillère de la marque. Voilà. D'accord? Ouais. Donc, le droit de prescription, il est donné sur un élément, sur un appareillage qui est utile aux patients que l'on a en rééducation. Voilà. Il est bien sûr hors de question de mettre une marque et d'être rémunéré sur cette marque, en apparence. C'est-à-dire que sur un site internet de la marque, il ne doit pas y avoir effectivement le nom du kiné, puisque sur le site internet du fournisseur, vous ne devez pas effectivement mettre que le kiné prescrit des attelles de chez. Voilà. Ça, c'est une activité commerciale. C'est une communication professionnelle à visée commerciale qui est interdite selon l'article 4031-67. D'accord? Donc, c'est très fin. Je ne sais pas si vous avez bien compris l'astuce. Oui, non, mais c'est fin. On prescrit des appareillages, mais on ne prescrit pas une marque. Oui, mais alors si vous connaissez très très bien, parce que vous avez telle marque, vous savez que le textile fait qu'elle a telle résistance, que du coup vous savez exactement à quoi va correspondre la taille, tout ça, vous avez quand même envie de dire celle-ci est particulièrement bien. On a peut-être des envies, après libre à chacun de donner des réponses. Et quand bien même, c'est vraiment différent des médecins qui prescrivent un médicament, pas simplement une molécule, mais un laboratoire. D'où les génériques. Bah, d'où les génériques, parce que du coup, le médecin prescrit une molécule. Il devrait prescrire une molécule. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu la même idée. Sauf quand il n'est pas génériqué. C'est un peu la même idée. Ouais. C'est un peu la même idée. D'accord. Après, je ne me souviens pas de la deuxième question. Mais, deuxième question. Mais déjà, on va rester déjà sur ce plan-là. Ce qui est important, c'est que le kiné prescrit. Il est déjà prescripteur d'appareillage. D'accord? Le retour sur l'investissement, il ne se fait pas. Effectivement, il est prescripteur. Sauf d'avoir créé son magasin. Dans la nutrition, le problème est délicat. Dans la nutrition, effectivement... Il est délicat sur plein de sujets. Mais oui, parce que c'est vraiment, je suis pointilleux, mais c'est subtil. Dans la nutrition, on avait un souci, et là, je vais amener ce fameux article 64, 40-21-64, qui est très important, c'est qu'on ne peut pas prêter son concours à des organismes dont la validité du produit n'est pas avérée. C'est-à-dire qu'un kiné ne peut pas se permettre il doit s'accompagner dans sa communication de réserve, et surtout, il ne doit pas vanter des produits qui ne sont pas scientifiquement prouvés. Donc, c'est un peu délicat, mais c'est une autre pierre qui est importante. C'est pour ça que certains produits de nutrition, à partir du moment où ils auraient fait la preuve qu'effectivement, au niveau scientifique, il y avait quelque chose de bénéfique, effectivement, il peut y avoir le partenariat, le fameux partenariat, sous forme d'expertise, ou forme de, je sais pas, de développement de cette nutrition, et effectivement participer, comme on l'a dit tout à l'heure, au développement commercial. On est d'accord? On ne peut pas, sur des produits, on ne peut pas prescrire. Là, je vous ai dit une liste de produits que l'on peut prescrire. On ne produit pas de marque. C'est validé par un décret. On ne peut pas non plus prescrire des méthodes ou des produits qui ne sont pas scientifiquement en règle. On ne peut pas prescrire, aider des labos à prescrire n'importe quoi. On ne peut pas vendre n'importe quoi. Alors, sans focaliser sur la profession kiné, tous les médecins, un grand nombre de médecins, recommandent, prescrivent, puisqu'ils ont le droit de prescrire, mais pas avec une ordonnance, mais recommandent tel ou tel laboratoire de compléments alimentaires. Je pense qu'il n'y a pas de laboratoire, mais des génériques. Ou attends. Le patient commande avec un code prescripteur. Donc il y a bien un circuit, il y a bien un modèle économique là-dedans. Il y a bien une rétribution. Là, il faut inviter le Conseil de l'ordre des médecins. Oui, non mais d'accord. mais ça existe depuis des décennies, ça. Alors, j'allais dire... Donc justement, qu'est-ce qu'encourent les thérapeutes qui rentrent dans ce système? C'est ça qui est intéressant. Ce qu'encourt, là, il faut voir
un avocat, il faut voir un juriste. Hein. Nous, on dit simplement qu'est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont nos limites. Là, je ne sais pas au niveau des questions, mais on pourrait Alors, donner effectivement... l'objectif, je pense que c'est pas Patrick qui va me contredire ici, c'était d'organiser ce plateau pour donner des clés de compréhension, Exact. pour dire au kiné, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, et puis aussi d'amener un petit peu les opportunités. Alors déjà, d'un point de vue administratif financier, quelles sont les règles de bonne conduite à adopter? Est-ce qu'il faut créer une société dédiée pour un thérapeute qui souhaite commercialiser des choses? Déjà, juste en termes juridiques, comment on fait? Non, mais moi, excuse-moi, mais moi, j'aimerais bien qu'on réponde à la question. Là. Il y a des modèles qui existent aujourd'hui. On n'invente rien. Hein. Oui. Le sujet, ça existe depuis des décennies. Donc, comment ça se passe, en fait Qu'est-ce qu'en cours, hein, sans parler d'aller trop loin sur le plan pénal, mais... à partir du moment où vous ne respectez Non, pas... mais est-ce qu'on a tendance à laisser faire et tout le monde s'y retrouve Vis-à-vis du Conseil de l'ordre, à partir du moment où vous ne respectez pas un article du Code, effectivement, le Conseil de l'ordre est là pour s'entretenir avec la personne, pour effectivement essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans son cabinet. D'accord. S'il y a effectivement un défaut, un manquement vis-à-vis de l'article, il y aura effectivement une sanction. D'accord. Une sanction départementale et surtout nationale. On va pas parler de ça. Je crois que vous savez très bien qu'à partir du moment où on a des règles, il va falloir essayer d'analyser ces règles. Il va falloir essayer de trouver, éventuellement, de clarifier la situation. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'article 65, pour moi, il est très intéressant. Le master kiné ne divulgue pas dans des milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans s'accompagner sa communication de réserve qui s'impose. Ça veut dire que, effectivement, à partir du moment où un kiné désire participer à un développement ou effectivement vendre quelque chose, il doit avoir une mesure de réserve vis-à-vis du produit et bien connaître ce produit avec les finalités qui sont sur l'intérêt du produit et scientifiquement voir si ce produit est scientifiquement prouvé et sur la table. Et concrètement, c'est quoi une mesure de réserve? Concrètement, il doit s'interdire. Le produit, s'il n'est pas validé par tous les organismes d'État, effectivement, il y a un devoir de réserve. À partir du moment où ce produit n'est pas effectivement mesurable, on va dire, il ne doit pas être vendu par un professionnel de santé. On va demander peut-être à Alexandre... Un médicament, par exemple, excusez-moi, un médicament est validé par... Alexandre, pour élargir un petit peu à votre cas, mais aussi aux les échanges que vous avez avec vos consoeurs, confrères, quelles sont les réelles motivations pour les thérapeutes de s'inscrire dans cette diversification-là, d'essayer alors d'apporter des conseils ou des produits. Alors, on n'a encore pas bien compris, vendre, diffuser contre rémunération. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. J'ai peut-être trop subtil. J'aimerais vous entendre réagir. il n'y a pas la notion de négoce. Alors, si vous voulez, très clairement, c'est un objectif de rentabilité. Un thérapeute qui investit dans du matériel, des produits de qualité ou des formations complémentaires qui vont augmenter ses connaissances, augmenter ses compétences, va être plus efficace, plus pertinent dans la prise en charge, mais sans augmentation tarifaire. Ce n'est pas prévu par la sécurité sociale. Si je conseille ou que je revends des produits de qualité, par rapport au temps que j'ai passé à les rechercher, à les étudier, à m'informer, et par rapport aux économies que je fais faire à la sécurité sociale, au système de santé en général, parce que les soins seront de plus courte durée, plus efficaces, eh bien, quel est le retour, entre guillemets, sur investissement que le kiné peut avoir? Et donc, effectivement, c'était cet objectif de rentabilité qui revient un petit peu à droite à gauche. Merci. Il y a un moment, il faut qu'il s'y retrouve, le kiné. Alors, il y a un mot qui a été prononcé plusieurs fois, c'est le mot qualité. Qu'est-ce qu'on entend par qualité? Si c'est une qualité que nous, on ressent par ressenti du kinésithérapeute, ce n'est pas de la qualité. Une qualité doit être étayée. Hein. Elle doit être étayée par les facultés de médecine, par certaines universités, par un programme de recherche. Alexandre, tu as dit très justement qu'il y avait des formations. Une formation, si je ne me trompe pas, on est dans les compétences du kiné. Si les formateurs ou s'il intègre un système de recherche, il peut être tout à fait rémunéré pour ces actions-là.
C'est pas un problème. Quand on vend une prestation qui est dans nos compétences et qui est scientifiquement prouvée, il n'y a pas de souci. Cette formation peut être rémunérée, d'accord, ou participer à un programme de recherche qui peut être rémunéré. Dans ces cas-là, ce sont des labos, etc., ou alors des programmes de formation, des instituts de formation qui, effectivement, rémunèrent de différentes façons. Est-ce qu'on peut développer un peu plus cette idée-là qui n'est pas forcément connue de tous? C'est-à-dire que là, il y a peut-être aussi une subtilité. C'est-à-dire que un labo, vous ne pouvez pas, prescrire telle marque, tel produit. Hein. Par contre, vous pouvez dans la période amont, participer à l'effort de recherche, je sais pas, peut-être aux études cliniques. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'il y a un moment où vous pouvez avoir une rémunération quand même pour votre travail? Parce que tout travail mérite salaire quand même. Tout à fait. On va prendre deux portes d'entrée. On va prendre la porte d'entrée la plus simple sur des produits classiques que l'on a dans tous les salons, etc. Effectivement, il y a un programme de recherche ou d'évolution d'appareils. On le voit, ces programmes d'évolution d'appareils. Et parallèlement à ça, il y a des kinés qui sont spécialistes en neurologie, spécialistes en kiné respiratoire, spécialistes en traumatologie, qui effectivement peuvent participer à ces recherches. Nous sommes dans un programme de recherche. À partir du moment où ce kiné a validé des formations et qu'il est vraiment expert et très pointu, par exemple en neurogynécologique, il est apte à participer à des recherches d'évolution des produits et être rémunéré comme conseil ou formateur vis-à-vis de ces produits. Donc là, c'est une rémunération. C'est une rémunération vis-à-vis d'un programme de recherche ou d'un programme de formation ou de conseil vis-à-vis d'un appareillage dont lui maîtrise absolument la qualification. Non, mais là, on reste dans la relation fabricant-expert. Oui. Et là, on sort du sujet puisque, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'accès aux consommateurs. Non, je réponds à Nathalie par rapport à ça. C'est une porte d'entrée. Et J'essaie de trouver les opportunités. En plus, on a depuis peu, depuis 2021, on a le master qui nous permet d'avoir des programmes d'intégration dans des cycles de doctorat qui, aujourd'hui, intègrent complètement les kinés dans des programmes de recherche scientifique, justement pour prouver ce que je disais tout à l'heure, la qualité, on parlait de qualité. Pour prouver un appareillage, pour faire évoluer un appareillage, on parle des ESI et machin, c'est toujours des problèmes de financement, des avantages de financement qui peuvent être donnés aux kinés. Ok, je prends un exemple d'un laboratoire qui a bien évidemment fait valider avec toutes les études médicales possibles. C'est un produit qui est utilisé pour l'arthrose, notamment, pour la régénération des cartilages, etc. Qui est validé par qui? Comment? Qui est validé par les études médicales. Le problème, il est là. Ouais. À partir du moment c'est un produit qui est vendu en pharmacie. Je mets le point dessus. C'est un produit qui est vendu en pharmacie. Voilà, la validation est faite par quelqu'un. Après, c'est dans l'intérêt de nos compétences. On a une compétence en traumatologie par rapport à un produit. Effectivement, est-ce qu'on travaille on peut travailler sur une collaboration de recherche vis-à-vis, par exemple. Non, mais si on revient au sujet, au sujet développement commercial. Ce produit-là, en fait, il est recommandé par les kinés, d'accord, avec un système pareil de prescription. Il y a un numéro de prescripteur. Non, ça, pour l'instant, ça n'existe pas chez nous. Ouais, mais ça existe en réalité, quoi. C'est ça le truc. Ah, peut-être, mais ça n'existe pas officiellement chez nous. Ah, d'accord. Voilà. C'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire, ça n'existe pas. C'est qu'il y a énormément de cas de figure. Non, il y a énormément de cas de figure existants qui fonctionnent depuis des années. Ouais. Et donc, moi, je suis là pour vous donner les règles du jeu. Mais c'est pour ça que les thérapeutes ne savent pas, en fait. Parce qu'ils voient des confrères qui utilisent ces méthodes. Et en fait, de l'autre côté, la législation Alors, je vous voulais en empêche de le dire. faire. Alors, justement, on n'a pas statué. On va passer à l'acte. Oui. Il y a deux articles. 43-21, Donc là, on est sur la perspective d'évolution de la législation, c'est ça? Pas tout à fait. On est dans une sorte de fenêtre de tir possible. Fenêtre de tir possible. D'accord? C'est intéressant. Voilà. L'article R4321, on va dire 69 et 4321, 72. J'en cite un notamment. Il est interdit au master kiné, sauf dérogation accordée par le Conseil national de l'ordre, dans des conditions prévues par les articles L. 1453-6, 1453-7, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt sur la santé. C'est marqué. Il est interdit. Mais vous avez, dans les conditions prévues par les articles 1453-6. Et là, je me demande
à tous. Nous qui voulions éclairer les thérapeutes, je ne sais pas si c'est gagné. Eh ben si. Eh ben Si. si. Il y a combien de gens qui lisent le code de déontologie? Première question. Vous l'avez lu, Alexandre? Non. Voilà. Et On va faire des alors, je lui statistiques. recommande de lire le 43-21, 69 Ça a l'air et passionnant en plus, il faut 72. s'y mettre ce soir. Parce qu'effectivement, les deux articles, il y a longtemps que je suis au Conseil de l'Ordre, et c'est vrai que ces articles, je ne les avais jamais lus. Et quand je trouvais ça, je vais vous lire que le titre. Oui. L'article L 1453 C'est écrit petit en plus. Hein. ne sont pas constitutifs d'avantages au sens du présent chapitre. Premièrement, les rémunérations, indemnisations, des produits d'exploitation, les avantages commerciaux, les avantages en espèces ou en nature. Il faut le lire, cet article. Deuxième article, 1453-7. Il est possible, par dérogation au dispositif de la section dans les conditions de déclaration ou d'autorisation prévues par la présente section, l'offre des avantages en nature ou en espèces suivants: rémunération, indemnisation et défraiement d'activités de recherche, dons et libéralités en espèces en nature destinées à financer exclusivement des activités de recherche, des dons et libéralités aux personnes mentionnées, l'hospitalité. Pardon. Il y a plein de Excusez-moi, choses. Non, j'ai cru mais comprendre. ça veut dire qu'il y a des dérogations. Il y Excusez-moi, a ça des serait pas drôle, choses. c'est à table. Non, mais Oui, oui. c'est très important parce que ces articles-là rebondissent sur un article de code déontologie qui émet une interdiction. Oui. Mais il y a des possibilités, des avantages qui effectivement sont dérogatoires. Mhm. Donc, je demande aux fabricants de consulter ces articles. Et je demande aux kinés, déjà, de lire le code déontologie, puisqu'ils ont tous signé, hein, ils ont lu le code déontologie, et puis de lire les petites lignes et de se référer à ces petits éléments. Lisez ces deux documents. Je pense qu'il y a une solution là-dedans. Ok. Sur aujourd'hui. C'est piège, Alexandre, si je vous demande de réagir. Je pense que du moment qu'il y a effectivement une forme de rémunération, d'intéressement, de marge qui est faite par le thérapeute, effectivement, on est dans une dimension commerciale et là, au vu des articles, c'est répréhensible. À partir du moment où dans le conseil ou l'adressage à d'autres praticiens, finalement, on sort de l'intéressement financier et du moment que les informations ont été recueillies de façon professionnelle, argumentée et scientifique, que ce soit par des ouvrages, des articles, des conférences médicales, là, effectivement, on n'est plus dans la relation commerciale, mais bien dans le conseil et l'expertise. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que, Alexandre, vous pouvez commenter les exemples que vous avez pratiqués ou connus via des thérapeutes de votre réseau? Donner des exemples de confrères, de consoeurs qui ont, on cite pas de nom, on cite personne, mais pour voir un petit peu qui fait quoi. Qu'est-ce qui se pratique? Donc, le professionnel de santé qui structurellement a une activité commerciale, c'est le pharmacien. Donc, la relation effectivement entre kinésithérapeute et pharmacien est très intéressante dans plusieurs cas. En aromathérapie, le fait de conseiller des huiles essentielles, comme l'hélicryse italienne pour améliorer l'état des cicatrices, ou que ce soit la coltérie pour l'action anti-inflammatoire, c'est tout à fait intéressant. En micronutrition, les vitamines et minéraux, par exemple en saison hivernale, que ce soit vitamine C, vitamine D, zinc, pour des patients qui ont des problèmes respiratoires, pour éviter bronchite, encombrement ou récidive de ces pathologies respiratoires. En orthopédie, ça a été évoqué en début d'émission, comme les cannes, les attelles, les manchons, que l'on peut prescrire du coup. Mais il faut s'assurer auprès du pharmacien, d'une part, que le distributeur du pharmacien peut fournir ce type de matériel, parce que les pharmaciens n'ont pas des conventions avec tous les distributeurs. Ensuite, il faut s'assurer que les tailles et les modèles soient aussi accessibles. Et enfin, il faut s'informer du délai nécessaire à l'obtention de ces produits. Si un patient se blesse demain, se fait une entorse de cheville, et que j'ai besoin d'une orthèse de cheville, j'aimerais bien l'avoir avant 3 semaines. Donc, il faut s'assurer auprès des pharmaciens que le délai d'obtention est tout à fait satisfaisant. L'autre grand média, on va dire, grand élément de fourniture, ça va être le magasin de sport, pour les haltères, les élastiques, des vêtements de sport. Donc, le kiné pourra aussi avoir un rôle de prévention, comme on le disait, en termes de chaussage pour la pratique sportive ou pour la ville. Enfin, pour les articles qui ne sont pas disponibles dans les boutiques physiques, donc ici le magasin de sport,
par exemple pour des coussins orthopédiques, par exemple pour des éléments de rééducation propres à l'activité de kinésithérapeute. Et bien là, effectivement, le patient va être démuni, surtout pour des patients âgés qui ne pourront pas utiliser l'outil Internet pour pouvoir commander directement sur les plateformes d'achat. Auquel cas, ça m'est déjà arrivé effectivement de commander pour des patients via ces plateformes d'achat et de leur fournir le matériel sans marge de ma part, uniquement pour leur permettre justement d'avoir accès à ces produits-là. Ça pose de problème à personne. Le thérapeute, lui, il a accès, il peut le commander. Voilà, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge. Voilà, il n'y a pas de marge. Et s'il le revend un peu plus cher qu'il l'a acheté? Ah, ça s'appelle une marge. Voilà. Voilà, c'est tout. Oui, mais d'accord. C'est un gain divers, c'est ça. Alors, est-ce qu'un kiné peut avoir un présentoir, un peu libre-service, dans son cabinet? Très, très intéressant. C'est la troisième chose qui est intéressant à étudier aujourd'hui. On a vu qu'il y avait un problème de rémunération. Il y a un problème de dérive, on est dit, sur des produits. Hein, je n'ai pas cité les produits, mais il y avait certains produits nutrition, je pense qu'Alexandre le savait, qui ont été... commence avec un H. Ouais, par exemple, on ne va pas mettre de marque. Il y a des herbes. Il y a une vingtaine d'années où les kinés ont tous été démarchés par ces gens-là, et effectivement, il y avait un dérive sectaire derrière. Donc, effectivement, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, mais il y a 20 ans. Non, mais il y a 20 ans, le marché aujourd'hui, il y a des produits qui sont complètement aléatoires. On le sait très bien. On parlait d'huile essentielle, on sait qu'il y a certaines huiles essentielles, voilà, qui sont dangereuses déjà. Et puis on ne manie pas, on n'est pas médecin non plus. Il y a des connaissances, il y a des connaissances à avoir. Effectivement, on peut avoir une expertise de nutrition, mais c'est pour ça qu'on est nutritionniste. On est kiné avant tout. Ouais. Et la troisième chose qui est importante à soulever, c'est la communication et les retombées sur le cabinet. Et ça, pour nous, c'est d'essayer de comprendre que je peux faire des tas de choses. Je peux aider quelqu'un à acheter quelque chose sur Internet. Je peux aider quelqu'un à aller chez Decathlon pour lui conseiller, etc., etc. Je peux faire des tas de choses, mais ce que je ne peux pas faire, on a vu que la publicité n'existait plus chez nous. Hein, on a ouvert à la libre communication. Hein, on l'a vu les dernières fois sur les plateaux. Les recommandations de communication. Mais derrière, quand on est sur un site Internet, qu'on met le cabinet de kiné en avant, on doit s'inspirer de ces recommandations. Et non pas mettre en avant des produits que l'on vend aux publicitaires ou d'une autre marque qui vont amener des gens, justement, dans le cabinet par ce biais-là. Ce biais-là est interdit. D'accord ? Donc, on ne peut pas mettre de présentoir. Alors, ça, c'est une communication externe. On va parler de communication. Alors, vraiment rapidement, parce que l'heure tourne et on va bientôt approcher la conclusion. Et le deuxième produit, c'est l'information. L'information est intramuros. Je suis spécialisé dans quelque chose, je ne sais pas, on parlait d'urologie, gynécologie, je vais dans mon cabinet prescrire une sonde, etc. Je peux faire ce que je veux dans mon cabinet. Très bien. Dans mon cabinet. Satisfaisant. C'est une information dans le cabinet par rapport à une situation de traumatologie, neurologie, etc. Je vais prescrire et tout. Mais attention, effectivement, il y a toujours ce retour sur investissement qui sera qualifié de marge, et comme ça, on ira peut-être voir, on ne sait pas, il y a souvent de la délation. Hein, il y a souvent de la délation, et effectivement, quand il y a délation, il y a information au Conseil de l'ordre, on va convoquer la personne, et on va voir s'il n'y a pas un système rémunérateur derrière. Ou comment est ce système de rémunération, s'il est toléré ou pas. Voilà. Alors, le sujet est large et le temps passe vite, donc on va être obligé de s'approcher quand même de la conclusion. Moi, j'aimerais quand même vous soulever une dernière question, c'est au final, sur le faire savoir de quelles possibilités dispose le kiné pour informer le patient sur d'éventuelles activités de conseil-distribution dans et hors de son cabinet. Donc, Denis, viens. Je viens de le dire, oui. Patrick, vous, pour vous, quelles sont les bonnes méthodes? Ce qui m'intéresserait, ça serait de rappeler, parce qu'il y a quand même un article sur l'autorisation de chiffre d'affaires, 30 000 €, je crois. Ah oui, non, ça c'est autre chose. Et ensuite, avec un forfait TVA, vous pourriez... Voilà, on a une possibilité effectivement de faire une activité complémentaire
à la kinésithérapie. Après, bien sûr que cette activité ne dénigre pas la profession, hein, on est bien d'accord, elle est complémentaire à notre profession, et elle peut, on parle du sport santé par exemple, elle peut être rémunérée sur des gains divers, hein, puisqu'effectivement, je vais facturer des cours de gym, etc., il faut bien les mettre dans une case fiscale. Et cette case fiscale, ça s'appelle les gains divers. Et ces gains divers, on a une autorisation fiscale qui est jusqu'à 38 000 euros TTC. Effectivement, après cette somme-là, il y a, comme tout le monde, un principe de TVA progressive qui va se greffer là-dessus. Donc, ce n'est pas une interdiction, c'est une tolérance fiscale qui n'a rien à voir avec une tolérance classique. Alors moi, je vous invite à prolonger votre débat hors plateau parce que je crois que le sujet est sans fin. Une dernière petite réaction, Alexandre, et nous allons devoir rendre l'antenne. Eh bien, effectivement, le sujet est complexe. Denis a bien fait de rappeler les articles de loi. D'ailleurs, je vous invite, CNS UNIM, à mettre les liens à la suite de la vidéo pour que justement les kinésithérapeutes qui nous écoutent puissent avoir accès justement à ces articles-là. Et après, déterminer effectivement quelle est la part du thérapeute en termes de conseil et quelle est la part du thérapeute ou d'une autre activité en termes d'activité commerciale. Eh bien, merci beaucoup. Donc, notre soirée visait à explorer un terrain considéré a priori comme défendu par les thérapeutes en dépit d'opportunités réelles et vertueuses pour les cabinets comme pour les patients. Donc, nous avons essayé de vous apporter un petit peu des réponses les plus concrètes possibles. En tout cas, on a retenu un truc, c'est qu'il faut aller lire les articles. On va les indiquer sur le site. Voilà. Donc, il me reste à vous remercier tous les trois pour votre participation, à remercier vous qui nous avez suivis, qui avez certainement posé aussi des questions, ainsi que toute l'équipe de Clinique Médicosport et la société de production Ouvrez l'œil. Notre prochain mardi de la santé du 14 décembre sera consacré à la kinésithérapie en 2030. Et donc, je vais laisser la parole à Aude pour vous faire un petit teasing sur l'atelier qui vous attend juste à l'issue de ce plateau. Oui, à l'issue de ce plateau, on se retrouve avec les équipes de l'association UNIM pour un atelier dédié donc à la réforme des indemnités journalières et sur l'impact que ça a sur votre prévoyance personnelle. Donc retrouvez-nous 10 minutes, une petite explication et ensuite un temps d'échange si vous avez des questions également sur le sujet avec des personnes qui vous répondent en direct. Voilà. Merci beaucoup Aude. Merci. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Soyez présents. Au revoir. Bonsoir. À bientôt. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.